Tu sais, ce moment où quelqu'un te dit un truc qui fait mal, vraiment mal, et où ton cerveau, au lieu d'encaisser, sort une parade automatique. Tu ris alors que tu as envie de pleurer. Tu trouves 50 bonnes raisons d'avoir agi comme ça, ou tu fais comme si de rien n'était. Ça, c'est pas toi qui décides, c'est ton cerveau qui te protège dans ton dos. On appelle ça les mécanismes de défense, et il y en a une douzaine. Reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir les repérer en direct, chez toi et chez les autres, et crois-moi, tu ne verras plus jamais une dispute de la même façon. C'est une dinguerie. L'idée vient de Freud, et surtout de sa fille Anna Freud, qui a passé sa vie à les classer. En gros, ce sont des boucliers que ton inconscient lève tout seul quand une émotion est trop dure à regarder en face. Le truc à comprendre tout de suite, c'est ni bien ni mal, c'est juste humain, on les fait tous les jours. On y va du plus courant au plus tordu. 1. Le déni. On commence par le boss, le plus connu, celui que tout le monde fait sans s'en rendre compte. Le déni, c'est quand une info est tellement insupportable que ton cerveau décide purement et simplement qu'elle n'existe pas. Pas que tu mens, non. Toi, sincèrement, tu n'y crois pas. Prends Julien. Son médecin lui dit « Faut vraiment arrêter de fumer, là c'est sérieux ». Julien hoche la tête et dans la voiture, il se dit « Bah, mon grand-père a fumé jusqu'à 90 ans ». Il n'a pas entendu. Le déni, c'est le premier pansement qu'on colle sur une réalité trop violente pour être avalée d'un coup. C'est même la première étape du deuil. Le souci, c'est quand on y reste collé. L'outil pour le repérer chez toi. Surveille les « c'est pas grave » ou « ça va passer » que tu sors alors qu'au fond, t'as la boule au ventre. Quand tu minimises 3 fois de suite la même chose, il y a de fortes chances que t'es en plein déni. Toi, c'est quoi le truc que tu repousses en ce moment en te disant « ça va, je gère ». 2. La projection. Deuxième mécanisme, et alors celui-là, c'est un classique des repas de famille. La projection, c'est quand tu prends un sentiment que t'as en toi, mais que t'assumes pas, et que tu le colles sur quelqu'un d'autre. Le mec qui est jaloux et qui passe ses journées à accuser sa copine d'être jalouse. La personne qui ment tout le temps et qui répète « De toute façon, on peut faire confiance à personne ». En gros, ce que tu refuses de voir chez toi, tu le vois en énorme chez les autres. C'est super pratique pour l'inconscient. Ça évacue le malaise sans avoir à se remettre en question. Moi perso, c'est le mécanisme qui me fascine le plus parce qu'une fois que tu le connais, tu l'entends partout. L'outil de détection, quand quelqu'un t'accuse avec beaucoup trop d'énergie d'un défaut précis, demande-toi si ce défaut, il le porterait pas un peu lui-même. Ça marche aussi sur toi. Le truc qui t'énerve violemment chez les autres en dit souvent long sur toi. Écris projection en commentaire si tu connais quelqu'un qui fait ça en permanence, je veux voir combien vous êtes. 3. Le refoulement. Troisième, et c'est la base de toute la théorie de Freud. Le refoulement, c'est quand un souvenir ou un désir est tellement douloureux que ton cerveau le pousse hors de ta conscience et ferme la porte à clé. Tu ne fais pas exprès d'oublier, tu n'y as juste plus accès. C'est différent du déni. Dans le déni, tu refuses une réalité présente. Dans le refoulement, tu enterres carrément quelque chose et tu perds la clé du coffre. Sauf que, et c'est là que c'est ouf, ce qui est refoulé ne disparaît jamais vraiment. Ça ressort par les côtés. Un malaise inexpliqué dès que tu croises une certaine odeur, une angoisse devant une situation banale, un lapsus qui te trahit. Sylvie, par exemple, qui se sent mal à chaque fois qu'elle entend une chanson précise, sans comprendre pourquoi, jusqu'au jour où le souvenir remonte. L'outil ici, c'est de prendre tes réactions disproportionnées au sérieux. Quand un truc minuscule déclenche chez toi une émotion énorme, c'est souvent qu'il appuie sur quelque chose d'enterré. C'est pas de la magie, c'est ton inconscient qui te fait signe. 4. Le déplacement. Mais le suivant, c'est sans doute celui qui pourrit le plus de relations sans qu'on s'en rende compte, alors écoute bien. Le déplacement, c'est quand tu rediriges une émotion sur une cible qui n'a rien à voir parce que la vraie cible est trop dangereuse. La scène typique, ton patron t'humilie en réunion, tu fermes la bouche parce que bon, c'est ton patron. Tu rentres chez toi et tu cries sur ton conjoint pour une assiette mal rangée. L'assiette,
elle a bon dos. C'est pas elle le problème, c'est la colère du matin qui devait sortir quelque part. On le fait tous, et le pire, c'est qu'on blesse souvent les gens qu'on aime parce que ce sont les seuls assez en sécurité pour encaisser. L'outil, et il est puissant. La prochaine fois que tu sens une colère monter pour un détail ridicule, fais une pause de 10 secondes et demande-toi: est-ce que je suis vraiment énervé contre cette personne ou contre quelqu'un d'autre que je peux pas affronter? 9 fois sur 10, la vraie adresse de ta colère, elle est ailleurs. Toi, tu te reconnais dans quel rôle? Celui qui déplace ou celui qui prend à la place? Dis-le en commentaire. 5. La rationalisation. 5e mécanisme, le préféré des gens intelligents, et je m'inclus dedans. La rationalisation, c'est quand tu inventes une explication logique et acceptable pour justifier un comportement dont la vraie raison, elle, est émotionnelle et pas glorieuse. T'as pas eu le poste? De toute façon, je le voulais pas vraiment, les horaires étaient pourris. La personne t'a largué? Bon, ça faisait longtemps que ça n'allait plus. C'est le fameux coup du renard et des raisins trop verts. Le renard saute pour attraper la grappe, n'y arrive pas et repart en disant « De toute façon, ils étaient sûrement pas mûrs ». Ton cerveau fait pareil. Il te fabrique une histoire propre pour que tu n'aies pas à ressentir la déception. Et le piège, c'est que l'explication est souvent crédible, donc tu y crois. L'outil pour le démasquer, méfie-toi de tes « de toute façon ». Quand tu te justifies un peu trop bien, un peu trop vite après un échec, demande-toi si tu es en train d'analyser ou juste de te consoler avec une belle histoire. D'ailleurs, ton cerveau a une boîte à outils entière pour te tromper proprement comme ça, et on a fait une vidéo complète dessus. Sur chaque biais cognitif, je te la mets, va la voir après, ça se complète à fond. 6. La formation réactionnelle. On monte d'un cran dans le subtil. La formation réactionnelle, c'est quand tu ressens quelque chose d'inacceptable pour toi et que tu fais exactement l'inverse, mais en exagéré. Le mécanisme transforme l'émotion en son contraire à fond. La personne qui ne supporte pas un collègue et qui devient hyper gentil avec lui, limite mielleuse. L'ado secrètement amoureux qui passe son temps à embêter l'autre dans la cour. Le signe qui ne trompe pas, c'est l'excès. Une émotion saine, elle est dosée. Quand c'est trop appuyé, trop démonstratif, c'est souvent qu'on compense quelque chose en dessous. L'outil, quand tu te vois en faire des tonnes dans un sens, demande-toi honnêtement ce que tu ressens vraiment en dessous. Parfois, le j'adore exagéré cache un je supporte pas. Tu vois de qui tu pourrais parler là, un proche qui surjoue un sentiment. Garde ça pour toi, mais observe, tu vas être surpris. 7. La régression. 7e, et celui-là, on le voit même chez les adultes les plus posés. La régression, c'est quand le stress est tel que tu reviens, sans le vouloir, à des comportements d'un âge plus jeune où on te protégeait. L'adulte, qui, en pleine dispute, se met à bouder en silence comme un gamin de 8 ans. La personne stressée qui se roule en boule sous la couette et veut juste un câlin. Ou Manon, qui, le jour de son entretien le plus important, se ronge les ongles, un truc qu'elle ne fait plus depuis le collège. Quand la pression monte trop, le cerveau bat en retraite vers une époque où c'était plus simple. Et franchement, doser c'est même sain. Se faire une soirée plaid dessin animé après une semaine d'enfer, c'est de la régression et ça fait du bien. L'outil, c'est juste de la reconnaître sans te juger. Quand tu te surprends à réagir comme un enfant, c'est pas que t'es immature, c'est que t'es débordé et que ton système cherche du réconfort. Le repérer, ça te permet de te demander « Ok, là, j'ai besoin de quoi vraiment ?» 8. L'intellectualisation. Maintenant, attention, parce que le 8e, c'est le piège des gens qui regardent justement des vidéos comme celle-ci. L'intellectualisation, c'est quand tu fuis une émotion en la transformant en concept. Tu analyses, tu expliques, tu mets des mots savants sur ta douleur, mais surtout, tu ne la ressens pas. La personne qui vient de se faire quitter et qui te fait un exposé de 40 minutes sur les phases de l'attachement et la chimie de la dopamine, l'œil parfaitement sec. C'est brillant, c'est juste et c'est une cage. Tant que tu restes dans la tête, tu n'as pas à descendre dans le ventre, là où ça fait mal. Moi perso, c'est mon mécanisme à moi, je l'avoue, j'ai tendance à tout comprendre pour ne pas avoir à tout sentir. L'outil de détection est simple.
Quand tu parles d'un truc censé être douloureux et que t'es hyper calme, hyper articulé, comme si tu parlais de quelqu'un d'autre, méfie-toi. Comprendre une émotion, c'est utile, mais ça ne remplace jamais le fait de la vivre. 9. L'humour. Et là, bonne nouvelle, on arrive aux défenses qu'on appelle matures, les scènes, celles qui aident vraiment. La première, c'est l'humour. L'humour comme mécanisme de défense, c'est quand tu prends une situation difficile et que tu en tires quelque chose de drôle, non pas pour la fuir, mais pour la rendre supportable et même pour la partager. La grosse différence avec l'intellectualisation, c'est que là, tu ressens vraiment la douleur, tu ne la nies pas, tu choisis juste de ne pas te laisser écraser par elle. C'est ce qui fait que des gens qui ont vécu des trucs très durs peuvent en rire ensemble. Pense aux urgentistes, aux pompiers, qui ont cet humour noir terrible. C'est pas du cynisme, c'est de la survie, ce qui leur permet de tenir face à l'insoutenable. Attention quand même, il y a une frontière. L'autodérision qui aide, c'est sain, mais se rabaisser tout le temps en blague, c'est juste une autre façon de se faire du mal. L'outil, demande-toi si ton humour te rapproche des autres ou s'il te sert de mur. T'es plutôt du genre à désamorcer les moments durs par une vanne, toi ? Mets un emoji rire en commentaire. 10. Le passage à l'acte. On bascule maintenant du côté des mécanismes plus lourds, ceux qui font des dégâts. Le passage à l'acte, c'est quand, au lieu de ressentir une émotion ou de la mettre en mots, tu la décharges directement dans un comportement impulsif, souvent destructeur. Plutôt que de dire « je suis en colère et j'ai peur que tu me quittes », tu claques la porte, tu balances ton téléphone, tu pars sans un mot. L'émotion ne passe ni par la pensée ni par la parole, elle saute direct dans l'action. C'est typique de l'ado qui ne sait pas encore nommer ce qu'il le traverse, mais beaucoup d'adultes le gardent. Le souci, c'est que ça soulage sur le moment et ça détruit sur la durée. Les mots non dits deviennent des gestes et les gestes laissent des traces. L'outil, et il peut vraiment changer une relation, mettre le mot avant le geste. Entre l'émotion et l'acte, glisse une phrase, même maladroite. Là, je sens que je vais mal réagir, j'ai besoin d'une minute. Ça paraît bête, mais ça transforme un passage à l'acte en vraie communication. 11. Le clivage. Avant-dernier est sans doute le plus déroutant à vivre de l'intérieur comme de l'extérieur. Le clivage, c'est quand ton cerveau, incapable de tenir ensemble le bon et le mauvais d'une même personne, coupe le monde en deux. Tout noir ou tout blanc. Du jour au lendemain, la personne que tu adorais devient un monstre absolu sans aucune nuance. Pas de « il a fait un truc qui m'a blessé mais c'est quand même quelqu'un de bien ». Non, soit héros, soit ennemi. On le voit beaucoup dans les relations très intenses, celles qui passent du « c'est l'amour de ma vie » au « c'est la pire personne que j'ai connue en une semaine ». C'est épuisant pour tout le monde, surtout pour celui qui le vit. L'outil, c'est de t'entraîner à chercher le « est » plutôt que le « ou ». Quelqu'un peut t'avoir déçu et rester quelqu'un de bien. Toi-même, tu peux avoir merdé et rester une bonne personne. La vraie maturité émotionnelle, c'est exactement ça, tenir les deux en même temps sans choisir un camp. Et au fond, accepter la nuance, c'est un peu le sommet de la conscience de soi. 12. L'identification projective. Et on finit par le plus tordu, le niveau expert, celui que même les pros mettent du temps à voir. L'identification projective, c'est la grande sœur de la projection, en plus vicieux. Là, tu ne te contentes pas de coller ton émotion sur l'autre, tu agis de façon à ce qu'il la ressente vraiment et finisse par devenir ce que tu projettes sur lui. Exemple, tu as peur d'être abandonné, alors sans le vouloir, tu testes l'autre en permanence, tu deviens collant, accusateur, méfiant. À force, l'autre, épuisé, finit par s'éloigner. Et là, tu te dis « Tu vois, je le savais qu'il allait m'abandonner. » Sauf que c'est toi qui as fabriqué la fin que tu craignais. Une prophétie auto-réalisatrice émotionnelle. C'est le mécanisme le plus dur à repérer parce qu'il se cache derrière une vraie réaction de l'autre. L'outil, le seul qui marche, quand un même scénario se répète dans toutes tes relations, le point commun, c'est toi.
C'est pas pour te culpabiliser, au contraire, c'est la meilleure nouvelle qui soit, parce que le seul élément que tu peux changer dans l'équation, c'est justement celui que tu maîtrises, toi. Et ça, c'est déjà la moitié du chemin. S'il y a une seule chose à garder de cette vidéo, c'est celle-ci. Ces mécanismes, tu ne les as pas choisis. Ton cerveau les a installés pour te protéger quand t'en avais besoin. Donc déjà, arrête de t'en vouloir. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans le fait de ne plus jamais les utiliser, c'est impossible, mais dans le fait de les voir au moment où ils s'enclenchent. Parce que le jour où tu vois le bouclier se lever, t'as le choix, le garder ou le baisser une seconde et regarder ce qu'il y a derrière. Abonne-toi, parce qu'ici, on apprend à se comprendre soi-même et à décoder les autres, et c'est le genre de truc qu'on aurait tous aimé qu'on nous explique plus tôt. La prochaine fois, on monte encore d'un étage, chaque niveau de la conscience expliqué pour comprendre les différentes couches de ton esprit. A plus et prends soin de toi.